Bonjour et bienvenue dans Very Hard. Vous connaissez sans doute la Game Boy et sa fameuse rivale la Game Gear. Cela tombe bien car ce n'est précisément pas de ça dont je vais vous parler. Non, aujourd'hui nous allons nous intéresser à la première console portable couleur de l'histoire du jeu vidéo, la Lynx d'Atari. En 1986, Atari était dirigé d'une main de fer par Jack Tramiel, ancien patron de Commodore. Et ce suite à son rachat de la compagnie à Warner Communications en conséquence du crash de 1983. En reprenant Atari mais en laissant la partie arcade à Warner, sous le nom d'Atari Games, Tramiel se montra clairement hostile à l'idée de continuer dans le jeu vidéo malgré l'historique de la firme. En effet, son idée était plutôt de se servir des infrastructures d'Atari pour lancer au plus vite une génération de micro-ordinateurs 16 bits à prix abordable. Ce projet, appelé Rock Bottom Price, allait donner naissance 6 mois plus tard à l'Atari ST. Ce micro fut bien accueilli par le public, particulièrement par les Européens. Mais l'arrivée de Nintendo, qui ressuscita en fin de l'année 1985 le marché des consoles en Amérique du Nord, allait persuader Atari de ressortir un vieux projet. En l'occurrence, une console qui dormait dans les labos depuis 1984, l'Atari 7800. Malheureusement, de par son catalogue de jeux et son retard technique, celle-ci n'arriva que 3e derrière la NES et la Master System de Sega. Le fer de lance du nouvel Atari restait la micro-informatique, le projet de console ayant été stoppé depuis le rachat. Mais les fans de l'ancien Atari étaient toujours présents et réclamaient ouvertement un engagement plus massif dans la production de jeux vidéo. Une requête qui n'intéressait pas du tout Jack Tramiel. Cela étant, il était tout de même difficile d'occulter le glorieux passé de la compagnie qui lança le marché de l'arcade et de la console de jeu. Mais le hasard faisant bien les choses, un gros studio américain du nom d'Epix entra alors en scène. Célèbre pour des hits novateurs comme Temple of Apshai, Jumpman, Impossible Mission, Winter Games et California Games, ce studio avait développé sa propre console et recherchait alors un partenaire. Une occasion en or pour Atari de revenir dans la course. Epix présenta son prototype, nommé Andy, lors du CES de janvier 1989. En proie à des difficultés financières, cette société ne disposait pas alors de suffisamment de moyens industriels, logistiques et marketing pour la sortir sur le marché. Car Andy, comme son nom provisoire l'indique, se présentait comme une console portable. Et ce fut suite au refus de Nintendo qu'Atari s'empara du projet, officialisé quelques mois plus tard sous le nom également provisoire de Portable Color Entertainment System. Après 2 ans de développement, la première console portable en couleur allait enfin devenir une réalité. Et cela au moment même où Nintendo sortait une nouvelle machine, la Game Boy. Le développement du hardware par Epix avait débuté en 1987. Il fut le fruit du travail d'ingénieurs ayant conçu l'Amiga, mais remercié par Commodore suite à des désaccords sur l'avenir de celui-ci. Dave Needle, Robert J. Michael et David Morse formèrent ainsi ce trio que l'on allait retrouver également quelques années plus tard à la tête du projet 3DO. Leur but était de concentrer le maximum de possibilités et de puissance en un minimum de puces afin de réduire les coûts de production. Mais malgré les légendes urbaines, cette portable n'en possédait pas pour autant de CPU 16 bits. Son microprocesseur central 8 bits, à environ 4 MHz, était en fait une version améliorée et plus rapide du 6502 de MOS Technology, qui équipa bien des machines de l'Apple II à la Famicom. Il s'agissait du 65 SC02 de chez Western Design Center. Mais la confusion venait du fait qu'il était inclus dans une puce 16 bits appelée Mickey. Une puce qui s'occupait de générer du son sur 4 voix 8 bits avec une prédisposition pour la numérisation, mais aussi de la gestion des 4096 couleurs de palette générale avec 16 couleurs affichables par ligne. Et ce, par le biais d'un canal DMA dédié à l'écran LCD. Mickey faisait également office de chipset en s'occupant de la communication et de la synchronisation de tous les composants. À l'instar de la PC Engine, la partie vidéo faisait toute la différence. Et quelle différence! Son coprocesseur vidéo 16 bits, appelé SUSY, était alors en avance sur son temps. Faisant office de blitter et tournant à 16 MHz, il s'occupait de l'affichage proprement dit, gérant en hardware un nombre illimité de sprites, la décompression, le clipping, le scrolling, mais aussi la rotation, le zoom et la déformation. Des effets que l'on retrouva par la suite dans une certaine console de salon signée Nintendo. Et comme le CPU 8 bits s'avérait un peu faible en termes de calcul, SUSY contenait également un coprocesseur mathématique, ce qui permettait d'effectuer plus facilement des calculs plus précis et plus propices à la 3D.
Nulle autre console, qu'elle soit portable ou de salon, ne possédait alors une partie vidéo aussi puissante en 1989. L'écran couleur LCD de 3,5 pouces se permettait même le luxe d'être rétroéclairé. Seule sa résolution de 160 par 102 pixels s'avérait un peu faible. Le tout était livré avec 64 kilo-octets de mémoire vive et un connecteur du nom de Comlinks permettant de connecter jusqu'à 18 consoles. Les jeux tenaient sur des cartouches pouvant contenir jusqu'à 512 kilo-octets mais pouvant atteindre les 2 mégaoctets grâce à un système de bank switching. Il est enfin noté que celle qu'on allait baptiser Lynx était tout autant utilisable par les droitiers que par les gauchers. Car ses concepteurs avaient pensé à une option permettant d'inverser les commandes. Les débuts de la Lynx furent plutôt bons, car même avec un marketing limité, plus de 500 000 exemplaires trouvèrent preneur la première année de sa commercialisation. Son prix, de 179,99 $ s'avérait tout à fait honnête. Le package de luxe à 199 $ incluait lui California Games et une pochette de rangement. Mais malgré cela, le principal reproche des joueurs concernait la taille de la console, beaucoup trop grande. Ce qui amena en 1991 une seconde version plus petite avec un son stéréo et un prix de 99 $. Elle était également plus économe en énergie et permettait de désactiver le rétroéclairage. Car celui-ci s'avérait particulièrement consommateur, les 6 piles AA pouvant normalement permettre plus de 5 heures de jeu au lieu de 4 originellement. Quant aux jeux, ils furent pour beaucoup d'entre eux développés en interne par Epyx et Atari. Ce fut notamment le cas de Blue Lightning, un des premiers jeux s'inspirant de l'Afterburner de Sega qui s'avérait particulièrement impressionnant et faisait étalage des capacités de la Lynx. On y trouvait également beaucoup de titres arcade comme Rigard, Ninja Gaiden, Double Dragon, Toki, Xybot, Gauntlet, Klax, Paperboy ou encore Battlezone. Des titres auxquels s'ajoutaient des jeux micro comme Super Squeak, Lemmings et Shadow of the Beast, plus maniable que sur l'Amiga. Des jeux originaux tels que Slime World, Checkered Flag, Batman Returns et même des titres en 3D comme Stun Runner et Hard Drive-In. Il y eut au total plus de 70 jeux produits par des développeurs tiers et le duo Epyx-Atari. Ceux-ci furent vendus jusqu'à l'abandon de la Lynx par Atari pour se concentrer sur la Jaguar. Ce qui n'empêcha pas la sortie d'un grand nombre de jeux non licenciés à la fin des années 90 et même pendant les années 2000. Mais malheureusement, la concurrence de la Game Gear en 1991 et le succès grandissant de la Game Boy avaient déjà stoppé l'ascension de la Lynx. Car finalement, peu de développeurs tiers s'engagèrent dans l'aventure, limitant son nombre de jeux. Ce qui, associé à un marketing moins agressif d'Atari, lui fut particulièrement préjudiciable. La Lynx restera la première console portable couleur de l'histoire. Avec plus d'1,5 million d'unités vendues, elle s'avéra même plutôt rentable pour Atari. Mais malgré ses évidentes qualités techniques et avant-gardistes, elle subit, à l'instar de la Game Gear, le succès de la Game Boy. Car grâce à son autonomie et surtout sa ludothèque bien plus fournie en hits, celle-ci écrasa toute concurrence. Et ce n'est que récemment qu'une autre compagnie, du nom de Sony, osa se frotter à Nintendo sur le marché des consoles portables. Mais ça, c'est une autre histoire.